Si l'influence de la presse dans la réaction thermidorienne fut très considérable, il faut nécessairement faire une place à côté d'elle à l'influence parallèle exercée par les salons et par les femmes. Quand les montagnards gouvernaient, les salons étaient fermés. Aucun des membres du grand comité de salut public n'avait le temps de se livrer aux passions de l'amour. Ils étaient tout entiers à leurs tâches patriotiques. Les thermidoriens étaient d'autres hommes. Quand Babeuf se brouillera avec eux, il écrira dans son numéro 29 « Les Pompadour, les Dubarry, les Antoinette revivent, et c'est elle qui gouverne. C'est à elle que vous devez en grande partie les calamités qui vous assiègent et la rétrogradation déplorable qui tue notre révolution. Pourquoi taire plus longtemps que Tallien, Fréron et Bontabol décident du destin des hommes, couchés mollement sur l'édredon et les roses, à côté des princesses ?» Celles qui sont devenues leur moitié étaient en arrestation aux environs du 9 Thermidor. On a été leur dire « Voulez-vous n'être pas guillotinés ? Acceptez l'offre de ma main. » Les hautes et puissantes dames répondent « Il vaut mieux se marier que d'être décapité. » Et les voilà législatrices. Babeuf exagérait à peine. La majorité des réacteurs, terroristes repentis, avaient en effet épousé des ci-devant, la plupart fort riches, qui n'avaient pas accompagné leurs maris dans l'émigration afin de conserver leur fortune, telle Teresa Cabarrus, qui avait épousé à 15 ans et demi, en 1788, M. de Fontenay, qui se donnait du marquisat. Il était fils d'un président de la Cour des comptes et affligé d'une fortune immobilière d'1 million. Teresa avait divorcé le 5 avril 1793 et avait connu Tallien à Bordeaux, après en avoir connu beaucoup d'autres, tels que les frères Lamette, le duc d'Aiguillon, Félix Le Pelletier, frère du martyr de la Liberté. Elle n'épousa pas tout de suite Tallien après sa sortie de prison, malgré les services que Tallien lui avait rendus. Épouser Tallien était pour elle une mésalliance, car Tallien était le fils d'un domestique, portier ou valet de chambre du marquis de Bercy, et lui-même avait longtemps occupé des emplois subalternes, clerc de procureur, commis chez un négociant puis dans une banque. Le mariage, purement civil, fut célébré le lendemain de Noël 1794. En réponse aux attaques de Combon et de Duhem contre la Cabarrus, séance du 9 Nivose en 3, Tallien annonça 2 jours plus tard son mariage à la Convention. « On a parlé dans cette assemblée, dit-il, d'une femme. Je n'aurais pas cru qu'elle dût occuper les délibérations de la Convention nationale. On a parlé de la fille de Cabarrus. Eh bien, je le déclare au milieu du peuple qui m'entend, cette femme est mon épouse. » On applaudit à plusieurs reprises. « Je la connais depuis 18 mois. Je l'ai connue à Bordeaux. Ses malheurs, ses vertus me la font estimer et chérir. Arrivée à Paris dans des temps de tyrannie et d'oppression, elle fut persécutée et jetée dans une prison. Un émissaire du tyran lui fut envoyé et lui dit « Écrivez que vous avez connu Tallien comme un mauvais citoyen. Alors, on vous donnera la liberté et un passeport pour aller dans les pays étrangers. » Elle repoussa ce vil moyen et n'est sortie de prison que le 12 Thermidor. Et l'on a trouvé dans les papiers du tyran une note pour l'envoyer à l'échafaud. Voilà, citoyen, voilà celle qui est mon épouse. Celle qu'on pouvait dès lors appeler Madame Tallien quitta son appartement de la Chaussée-d'Antin pour aller habiter la Chaumière, sur le cours La Reine, une splendide demeure qu'avait fait construire une des plus grandes comédiennes du temps, Mademoiselle Raucourt. Alors âgée de 21 ans seulement, Madame Tallien était dans tout l'éclat de sa rayonnante beauté, grande et souple avec de belles épaules, des bras splendides, des cheveux d'un noir de jais, des petits pieds et une voix musicale. C'est elle qui lança, en plein hiver, un hiver qui fut le plus rude du siècle, la mode des robes grecques, bras nus, tuniques diaphanes, pieds nus dans des sandales. Victor de Broglie la voyait arriver au Ranelagh habillée en Diane, le buste demi-nu, chaussé de cothurnes et vêtu, si on peut employer ce mot, d'une tunique qui ne dépassait pas le genou. Le courrier républicain du 18 Nivose décrit ainsi la popularité de Madame Tallien qui venait de se marier. Arrive-t-elle ? On applaudit avec transport, comme si c'était sauver la République française que d'avoir une figure à la romaine ou à l'espagnole, une superbe peau, de beaux yeux, une démarche noble, un sourire où l'amabilité tempère la protection, un costume à la grecque et les bras nus. C'était la mode aussi de porter une perruque blonde aux boucles flottantes, quelle que fût la couleur des cheveux naturels. Picard fit sur la perruque blonde une comédie. Sur 100 personnes qui ont des perruques blondes, la plupart sont des filles entretenues. Aujourd'hui que le vice marche à visage découvert, narguant même la vertu, peu de femmes craignent de passer pour catins. À la Chaumière se réunissaient les plus jolies thermidoriennes, les merveilleuses, entre autres Madame Rovère, ci-devant Angélique Belmont, marquise d'Agoult, 27 ans, des cheveux blonds, des yeux bleus et, dans l'ovale de son visage, un nez fort joli et une bouche agréable, dit en propres termes son signalement. Elle avait divorcé, elle aussi, d'avec son mari émigré. Rovère, son nouvel époux, se faisait appeler, avant 1789, marquis de Fonvielle. Il était réellement de famille noble et avait servi aux mousquetaires du roi, ce qui ne l'avait pas empêché de se jeter avec violence dans la révolution du Comtat contre le pape.
on lui attribuait une responsabilité dans l'horrible massacre de la glacière d'Avignon où périrent de nombreux aristocrates. Lui aussi avait divorcé d'avec sa première femme, Élisabeth de Chez de Claret. Il n'épousa la marquise d'Agoult qu'après Fructidor. Elle lui apportait le château de Belmont en Dauphiné, beaucoup de forêts et de terres, une maison à Grenoble, le tout valant bien le million. Nous savons déjà que Bantabol avait épousé également une divorcée, une ci-devant Ranchabot, avec une belle dot. La Harpe, le littérateur en vogue, autrefois très voltairien, avait été converti en prison par la belle et intéressante veuve du comte Stanislas de Clermont-Tonnerre. On voyait encore dans cette société Joséphine de Beauharnais, Madame de Navailles et Madame de Château-Renaud, la femme du fournisseur Hamelin, plus tard la baronne de Stel et la femme du banquier Récamier. Merlin de Thionville se contentait de la charmante Solier de l'Opéra, et Legendre se consolait de son veuvage avec Mademoiselle Contat du Théâtre Français. La liberté des mœurs était telle qu'actrices et grandes dames fréquentaient en égal les mêmes salons et assistaient aux mêmes réceptions. Tout ce monde s'amusait ferme sans doute. Il y avait partout des bals. Au bal des Zéphyrs, installé dans l'ancien cimetière de Saint-Sulpice, on dansait sur les pierres tombales qu'on n'avait pas pris la peine d'enlever. Un peu plus loin, rue de Vaugirard, on dansait dans le jardin des Carmes où les prêtres avaient été massacrés en septembre 1792, c'était le bal des Tilleuls. Dans la haute société, on donnait des bals privilégiés. Le bal des victimes était réservé aux familles dont un des membres avait été guillotiné. On saluait à la victime, c'est-à-dire d'un mouvement de tête qui était celui du condamné au moment où on le bascule sur la planche pour introduire sa tête dans la lunette. Là prit naissance la coiffure à la Titus pour les hommes. Les cheveux étaient coupés ras sur la nuque, de la même manière que le bourreau les coupait aux condamnés avant de les basculer. Les élégants relevaient leurs cheveux sur la tête avec un peigne. Ils les tressaient en cadenettes qui retombaient sur les oreilles et sur les tempes. Ils s'habillaient d'un habit carré au collet noir, de culottes courtes, de boucles aux oreilles, de larges cravates vertes. Ils avaient un gros gourdin à la main qu'ils appelaient leur juge de paix ou leur pouvoir exécutif. Ce fut en quelques mois une révolution complète dans le costume, dans les mœurs et jusque dans le langage. Incroyable et merveilleuse, supprimait les R qui demandaient un effort de prononciation. Dans le journal de Paris du 23 Messidor en 3, parut un amusant article où étaient peints au naturel des jeunes gens à la mode. L'article était intitulé « D'une nouvelle maladie de la jeunesse nommée le SEMSA ou SEXA ». Abréviation des mots, qu'est-ce que c'est que ça ? La maladie se traduit par un relâchement total du nerf optique qui oblige le malade de se servir constamment de lunettes, par un refroidissement de chaleur naturelle qu'il est difficile de vaincre à moins d'un habit boutonné très serré et d'une cravate sextuplée où le menton disparaît et qui menace de masquer bientôt jusqu'au nez. Mais le diagnostic le plus caractérisé est la paralysie commencée de l'organe de la parole. Les jeunes infortunés qui en sont atteints évitent les consonnes avec une attention extrême et sont pour ainsi dire réduits à la nécessité de désosser la langue. Les articulations fortes, les touches vigoureuses de la prononciation, les inflexions accentuées qui font le charme de la voix leur sont interdites. Les lèvres paraissent à peine se mouvoir et du frottement léger qu'elles exercent l'une contre l'autre résulte un bourdonnement confus qui ne ressemble pas mal au pss 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 par lequel on appelle un petit chien de dame. Rien de moins intelligible que les entretiens des malades. Les mots seuls qu'on distingue dans cette série de voyelles sont ceux de « ma parole suprême »,« incroyable »,« d'horrible » et autres mots ainsi défigurés. Mais ce ne fut pas une révolution inoffensive. Dans les salons qui se rouvraient, on ne s'occupait pas seulement de plaisir, mais d'affaires et de politique. Les premiers salons qui se rouvrirent, nous dit Thibaudeau, qui les fréquenta, furent les salons de banquiers et de fournisseurs qui invitaient les députés pour se faire des protecteurs pour les entreprises. Puis vinrent les salons des nobles qui n'avaient pas émigré. Ceux-ci avaient besoin aussi des députés pour recouvrer leurs biens séquestrés et pour obtenir la radiation de leurs parents et amis de la liste des émigrés. Les députés étaient devenus les maîtres du jour, on les flattait comme on avait flatté les maîtres anciens. Ils se laissaient faire, tout heureux de voir s'ouvrir devant eux toutes grandes les portes qui leur avaient été longtemps fermées. On ne les fêtait pourtant, dit Thibaudeau, que pour en obtenir des services ou pour corrompre leurs opinions. En face, on les accablait de toutes sortes de séductions et par derrière on se moquait d'eux. C'était dans l'ordre, mais il y en avait beaucoup qui ne le voyaient pas. Ils croyaient augmenter d'importance et de considération en fréquentant les gens de l'Ancien Régime et se laissaient prendre à ces trompeuses amorces. Devant eux, on hasardait quelques plaisanteries sur la Révolution. Comment s'en fâcher ? C'était une jolie femme qui se les permettait. Leur républicanisme ne tenait pas contre la crainte de déplaire ou de paraître ridicule. Après les avoir apprivoisés au persiflage, on les façonnait insensiblement au mépris des institutions.
C'est ainsi que le parti républicain éprouva beaucoup de défection, que les uns firent des concessions et que d'autres se vendirent entièrement au royalisme. Thibaudeau est d'avis qu'on ne saurait trop exagérer l'influence exercée par les salons dorés sur la Convention thermidorienne. Quand on connaît sa conduite pendant la réaction, ce passage de ses mémoires prend la valeur d'une confession. Un mois exactement après la chute de Robespierre, le 10 Fructidor, les montagnards dénoncèrent la présence dans la Convention de femmes parées qui s'asseyaient à l'intérieur de la salle des séances. Bourdon de l'Oise fit décréter que les députés seuls pourraient avoir accès sur les bancs à eux destinés. Le 25 Fructidor, Collot d'Herbois s'écria « C'est dans les lieux les plus méprisables qu'on conspire contre nous. C'est dans les boudoirs impurs des courtisanes, chez les veuves de l'état-major des émigrés et au milieu des orgies les plus dégoûtantes, qu'on balance la grande destinée de la République. Laissés à eux-mêmes, les Taliens, les Frérons, les Bantaboles, les rebelles, les Merlins de Thionville, les Barras, les Rovers se seraient contentés de faire fortune. Ils ne se seraient pas acharnés à détruire les institutions révolutionnaires qu'ils avaient pratiquées et même fondées. Ils n'auraient peut-être pas déchaîné les vengeances individuelles, mais leurs femmes, légitimes ou non, les poussèrent en avant. La Révolution avait détruit leurs plaisirs, diminué ou menacé leur fortune, changé leurs habitudes. Comment ne l'aurait-elle pas détesté? Madame Tallien fut la protectrice attitrée de tous les ci-devant qui l'appelaient dans son salon Notre-Dame de Thermidor ou Notre-Dame de Bon Secours, mais quand elle avait le dos tourné, Notre-Dame de Septembre. Cette lecture était extraite du livre La réaction thermidorienne d'Albert Mathiez, paru en 2010 aux éditions de La Fabrique. Pour en savoir plus sur ce livre, vous pouvez lire l'article de David Lépée, Thermidor, le crépuscule de la République, dans le numéro 53 de la revue Rébellion ou sur le site www.davidlepée.com.